Je m'appelle Richard Beaumont. J'ai 68 ans et ce que je m'apprête à vous raconter est l'histoire la plus douloureuse et la plus importante de ma vie. Tout a commencé par un mercredi matin de septembre, le genre de matin qui l'herbe coupée et l'air qui se rafraîchit, le genre de matin qui nous poussait, Marguerite et moi, à nous asseoir sur la terrasse avec notre café pour écouter simplement la ferme s'éveiller. 41 ans de matin comme celui-là. 41 ans à voir la même femme tendre la main pour presser la mienne sans dire un mot, parce que nous avions depuis longtemps cessé d'avoir besoin de paroles pour les choses qui comptaient le plus. J'avais bâti le domaine Beaumont à partir de 12 hectares de terre louée et d'un vieux tracteur d'occasion qui tombait plus souvent en panne qu'il ne roulait. Au moment où Marguerite est tombée malade, nous étions passés à 170 hectares dans la Nièvre, au cœur de la Bourgogne. Nous cultivions des céréales et entretenions quelques vignes, mais l'essentiel de nos revenus, ces dernières années, provenait de l'activité d'agrotourisme que Marguerite avait créée elle-même. Des balades en calèche en automne. Un champ de fraises en libre cueillette qui attirait des familles venant de 2 heures de route en juin, et une grange restaurée que nous louions pour des mariages, réservés 18 mois à l'avance. C'était sa vision, pas la mienne. J'étais l'homme qui comprenait la terre, la météo et l'obstination qu'il faut pour travailler un sol qui ne veut pas toujours coopérer. Marguerite était celle qui comprenait les gens. Nous n'avions eu qu'un enfant, notre fille Claire, née en avril 1984, l'année suivant la pire sécheresse de l'histoire de la région, ce qui faisait dire à Marguerite que Claire était venue au monde en sachant déjà comment s'obstiner pour survivre. Elle n'avait pas tort. Claire était brillante. Nous l'avons envoyée étudier à la faculté de droit de Bordeaux, puis elle a intégré une école prestigieuse grâce à nos propres économies, sans aucun prêt étudiant. J'avais vendu 40 hectares. Que j'avais mis 10 ans à économiser pour acheter, juste pour m'assurer qu'elle obtienne son diplôme sans dette. Je me tenais à sa remise de diplôme dans un costume que j'avais repassé 3 fois parce que je n'arrivais jamais à le faire correctement, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon propre père. Elle a épousé un homme nommé Damien Simon en 2012. Damien venait de Paris, ce qui, pour nous dans la Nièvre, revenait à venir d'un pays étranger. Il portait des vêtements qui semblaient chers d'une manière qui vous faisait vous sentir presque gêné de le remarquer, et il parlait de stratégie, d'investissement comme certains parlent de religion, avec une certitude totale. Et aucune humilité. Dès le jour où Claire l'a ramené à la maison pour le déjeuner de Noël, Marguerite m'a dit en privé qu'elle ne lui faisait pas confiance. Il regarde la ferme comme un homme regarde quelque chose qu'il veut posséder, m'avait-elle dit. Je lui ai répondu qu'elle interprétait trop ses manières de citadin, que Damien n'était tout simplement pas habitué à la vie rurale. J'ai passé 11 ans à me répéter cela, jusqu'au matin où Marguerite s'est effondrée dans la grange alors qu'elle préparait un mariage pour le samedi suivant. Le diagnostic est tombé 4 jours plus tard, un début de maladie d'Alzheimer avec une complication vasculaire affectant sa mémoire et son jugement. La neurologue, le docteur Patricia Morel au CHU de Dijon, a été prudente et honnête avec nous. Ce stade précoce vous donne du temps. A-t-elle dit, du temps pour planifier, pour mettre en place les structures juridiques nécessaires, pour prendre des décisions pendant que Marguerite est encore pleinement capable de les prendre. Marguerite a serré ma main sur son fauteuil d'hôpital et m'a regardé de ses yeux bruns, ses yeux que j'aimais depuis mes 26 ans. Nous n'allons pas nous effondrer à cause de ça, m'a-t-elle dit. Nous allons gérer cela comme nous avons géré la sécheresse, les inondations et l'année où le hangar a brûlé. Un problème à la fois. C'était Marguerite, 64 ans, avec un diagnostic neurologique, et elle était toujours la personne la plus forte de la pièce. Nous sommes rentrés chez nous ce soir-là et nous sommes restés sur la terrasse jusqu'à minuit à parler de tout. De la ferme, de l'avenir, de ce que nous voulions et de ce que nous craignions. J'ai appelé notre notaire le lendemain matin, Maître Tanet, qui gérait nos contrats et notre patrimoine depuis plus de 20 ans,
un homme qui connaissait notre famille comme seul un notaire de province qui apprécie sincèrement ses clients peut la connaître. Je veux que tout soit mis à jour, lui ai-je dit. Le mandat de protection future, les directives anticipées, les documents de succession, je veux que tout soit blindé avant que la situation ne s'aggrave. C'est une sage décision, Richard, a répondu Tané, passé avec Marguerite cette semaine. J'ai appelé Claire ce même matin pour lui annoncer le diagnostic. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, le genre de silence qui ressemble plus à un calcul qu'à du chagrin. Puis elle a dit. Papa, Damien et moi en avons discuté, et nous pensons qu'il serait logique que nous nous impliquions davantage dans la gestion de la ferme à l'avenir, juste pour aider, bien sûr. J'ai apprécié l'intention, je lui ai dit que nous en parlerions lors de sa prochaine visite. Je n'avais pas compris ce que j'entendais réellement. Les premiers mois après le diagnostic ont été plus difficiles que prévu, mais meilleurs que ce que je redoutais. Marguerite avait des bons et des mauvais jours, et les bons jours, elle était entièrement elle-même, vive, drôle et capable de fatiguer des gens 2 fois plus jeunes qu'elle. Elle continuait à gérer les réservations de la grange depuis la maison. Insistait pour aller au marché tous les samedis et écrivait de longues lettres à la main à sa sœur en Bretagne, parce qu'elle disait que les courriels étaient trop impersonnels pour les choses importantes. Claire et Damien ont commencé à venir plus fréquemment, ce qui, au début, semblait être une bénédiction. Ils venaient 2 ou 3 week-ends par mois, et Damien prenait un intérêt croissant pour les finances de l'exploitation. Il posait des questions sur le chiffre d'affaires, sur l'estimation actuelle des terres, sur l'éventualité d'une restructuration en société pour des raisons fiscales. Je répondais patiemment à ces questions parce que je pensais qu'il essayait d'aider et parce que, sincèrement, je ne voulais pas croire que ma propre fille l'avait envoyé en mission de reconnaissance. C'est Maître Tané qui a formulé le premier ce que je ne voulais pas entendre. Nous étions dans son étude à Nevers pour réviser les documents du mandat de protection quand il s'est adossé à sa chaise en me regardant comme un médecin regarde un patient avant de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Richard, je dois vous poser une question directe. Est-ce que Claire a mentionné quoi que ce soit concernant une demande de mise sous tutelle ou de curatellerie pour Marguerite? J'ai senti un courant froid traverser ma poitrine. Non, pourquoi? Parce que j'ai reçu un appel la semaine dernière d'un cabinet d'avocats parisiens. Ils posaient ce qu'ils appelaient des questions préliminaires sur la procédure de désignation d'un tuteur familial pour un patient Alzheimer lorsque le mandat de protection futur existant pourrait être contesté. J'ai le mandat de protection de Marguerite. Il a été signé et enregistré il y a 3 semaines dans ce bureau. Je le sais, Richard. Et celui qui a appelé le sait aussi, c'est pour cela qu'il cherche des angles de contestation. Tané a croisé les mains sur son bureau. Je ne vous dis pas quoi penser de votre fille, je vous dis ce que je sais, quelqu'un PD. Avocat à Paris pour explorer les moyens de contourner les documents que nous venons de finaliser. Je suis rentré chez moi avec l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je n'ai rien dit à Marguerite. Elle passait une bonne semaine et je n'allais pas l'empoisonner avec un soupçon que j'espérais encore infondé. J'avais tort d'espérer. En mars, 8 mois après le diagnostic, Marguerite a fait une chute dans la cuisine et s'est cogné la tête assez violemment pour nécessiter 2 nuits d'observation à l'hôpital. Ce n'était rien de grave sur le long terme, mais c'était effrayant, et c'était apparemment l'ouverture que Damien et Claire attendaient. Le 2e jour de l'hospitalisation de Marguerite, je suis arrivé à 7 heures du matin avec son livre de mots croisés et sa marque spécifique de tisane que la cafétéria de l'hôpital n'avait jamais. L'infirmière au poste de garde m'a arrêté à l'entrée du couloir. Je suis désolé, monsieur, je dois vérifier votre nom. Richard Beaumont, je suis l'époux de Marguerite Beaumont. J'étais ici hier soir. Jusqu'à 21 heures.
L'infirmière a regardé son écran, puis m'a regardé avec l'expression inconfortable de quelqu'un mis dans une position impossible parler. Instruction d'un tiers. Monsieur Beaumont, je suis navré, mais votre nom ne figure plus actuellement sur la liste des visiteurs autorisés pour cette patiente. Je suis resté là, le livre de mots croisé dans une main et le gobelet de tisane dans l'autre, essayant de comprendre ce que j'entendais. Elle s'appelle Marguerite Beaumont. Nous sommes mariés depuis 41 ans. Je suis son mari et son mandataire de santé désigné. Il y a un document dans votre service juridique. Monsieur, une demande a été soumise hier par la fille de la patiente, Claire Simon, qui s'est présentée comme l'aidante principale et a déposé une demande d'autorité médicale d'urgence temporaire. Notre équipe juridique examine la documentation. En attendant, seule Madame Simon et ses contacts désignés sont autorisés. Le couloir a semblé tanguer. La tisane était chaude dans ma main et je me souviens avoir pensé que Marguerite m'avait spécifiquement demandé de la porter, qu'elle était assise dans cette chambre à 6 mètres de là, se demandant où j'étais. Je dois parler à l'administrateur de l'hôpital. Bien sûr, veuillez me suivre vers la salle d'attente. C'est alors que Claire est apparue au bout du couloir. Elle était habillée de manière très professionnelle, comme pour une audience au tribunal, et Damien était à ses côtés avec un porte-documents en cuir sous le bras, comme un homme arrivant pour une signature de contrat d'affaires. Quand elle m'a vu, son expression n'était pas la surprise, c'était le regard posé de quelqu'un qui avait répété ce moment. « Papa » a-t-elle dit. Sa voix était calme et douce, de cette manière particulière que les avocats apprennent pour paraître raisonnables tout en faisant quelque chose qui ne l'est pas. J'allais t'appeler ce matin. Tu m'as fait retirer de la liste des visiteurs de ta mère? J'ai déposé une demande d'autorité médicale temporaire parce que maman a eu un incident la semaine dernière dont tu ne m'as pas parlé. Elle m'a appelé, elle était confuse, papa. Elle ne savait plus où elle était. Elle m'a demandé où était sa propre mère, alors que grand-mère est morte il y a 15 ans. Les médecins ici s'accordent à dire qu'elle a besoin d'un environnement de soins structuré et stable, et que la situation actuelle à la ferme ne le permet plus. Elle est à l'hôpital parce qu'elle a glissé. Elle n'est pas confuse sur l'identité de son mari ou sur la maison où elle vit. Damien a fait un pas en avant. Richard, ce n'est pas personnel. Il s'agit de s'assurer que Marguerite reçoive le niveau de soins approprié compte tenu de l'évolution de son état. Claire et moi avons fait des recherches sur des établissements spécialisés, des EHPAD de au standing avec des unités Alzheimer, et nous pensons qu'une transition rapide est dans son meilleur intérêt. Établissement. Le mot est tombé comme une pierre. Vous voulez placer ma femme dans une institution contre son gré. Contre son gré est une façon brutale de formuler une décision médicale prise par des gens qui l'aiment. J'ai regardé ma fille pendant un long moment. J'ai regardé cette femme pour qui j'avais payé les meilleures études, cette femme que j'avais regardé traverser une scène de remise de diplôme les larmes aux yeux. Cette femme pour qui Marguerite cuisinait son plat préféré à chaque anniversaire. Claire, ta mère a rédigé des directives anticipées et un mandat de protection il y a 6 mois, révisé par notre notaire et déposé ici même. Dans ce document, elle stipule explicitement qu'elle ne veut être placée dans aucun établissement de soins résidentiels sans son consentement exprès donné au moment de la décision. Elle m'a choisi comme mandataire parce qu'elle me fait confiance pour respecter cela. Les directives peuvent être contestées quand la capacité de la patiente est remise en question. Sa capacité n'est pas remise en question. Le docteur Morel l'a évalué le mois dernier et a certifié qu'elle conservait toute sa capacité de décision durant ses phases de lucidité. Les situations évoluent, papa. Elle a dit cela si calmement, comme si elle disait qu'il allait pleuvoir ou que le dîner refroidissait. J'ai demandé à nouveau à parler à l'administrateur, au médecin référent.
Je suis resté assis dans cette salle d'attente pendant 4 heures, tandis que Damien et Claire entraient et sortaient de la chambre de Marguerite avec l'autorité tranquille d'eux. Ceux qui ont rempli les bons formulaires. À un moment donné, une autre infirmière a eu pitié de moi et m'a glissé à l'oreille, elle vous réclame. Elle n'arrête pas de demander où vous êtes. J'étais à 12 mètres de ma femme. Depuis 41 ans et je ne pouvais pas l'atteindre parce que ma propre fille avait payé des avocats pour placer des feuilles de papier entre nous. À 11 heures. J'ai appelé Maître Tanet. C'est en train d'arriver, ai-je dit. Ils ont déposé une demande d'urgence. Ils essaient de la placer. J'ai besoin de vous. Ici. Tanet est arrivé 2 heures plus tard. À 15 heures, il avait présenté à l'équipe juridique de l'hôpital notre mandat de protection future, la dernière évaluation du docteur Morel et les directives écrites de Marguerite. Après une discussion directe avec le médecin de garde, mon nom a été rétabli sur la liste. Et la demande d'urgence de Claire a été suspendue en attendant une audience de compétence prévue 6 semaines plus tard. Je suis entré dans la chambre de Marguerite à 16h15. Elle était assise dans son lit, faisant les mots croisés que j'avais laissés à l'accueil. Elle a levé les yeux et l'expression sur son visage m'a serré le cœur d'une manière que je ne peux toujours pas décrire. Il ne voulait pas te laisser entrer, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Je suis là maintenant. C'était clair, n'est-ce pas? Je me suis assis près d'elle et j'ai pris sa main. Ne parlons pas de ça maintenant. Richard, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Ne me protège pas. Alors je lui ai tout raconté, la procédure juridique, les propos de Damien sur les établissements, les 4 heures d'attente. Marguerite est restée silencieuse. Pendant longtemps, regardant par la fenêtre le parking et le ciel gris de Bourgogne. Son expression était quelque chose que je n'avais jamais vu en 41 ans de mariage. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la colère, c'était quelque chose de plus froid et de plus résolu que les deux. Je veux appeler Maître Tanet demain, a-t-elle dit enfin. Il y a des choses auxquelles je pense. Depuis longtemps, Richard. Des choses que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Mais je pense qu'il est temps. Quelle chose? Elle s'est détournée de la fenêtre pour me regarder. Tu te souviens quand je t'ai dit que Damien regardait la ferme comme un homme qui voulait la posséder? Je me souviens. J'ai pris des dispositions depuis ce Noël-là. Discrètement. Comme on gère un dossier important avant que l'autre ne se rende compte qu'on a remarqué son manège. Elle a pressé ma main. J'ai toujours espéré avoir tort. Je suis désolé de ne pas m'être trompé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis près de son lit d'hôpital à la regarder respirer, pensant à ses 41 ans de matin, au champ de fraises et à cette femme qui voyait les ennuis arriver bien avant que je ne sois prêt à les regarder en face. 2 jours plus tard, Marguerite est rentrée à la maison. L'audience était dans 6 semaines, et durant ces 6 semaines, ma fille n'a pas appelé une seule fois. Marguerite et moi avons rencontré Maître Tanet le lendemain de sa sortie. Nous sommes restés dans son étude pendant 3 heures, et ce qui est ressorti de ces 3 heures était l'architecture d'un plan que Marguerite construisait secrètement dans son esprit depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. 7 ans plus tôt, sans m'en parler pour ne pas m'alarmer sur ce qu'elle décrivait comme une simple précaution, Marguerite avait contacté une avocate spécialisée en droit du patrimoine à Dijon, une certaine maître Hélène Park. Avec elle, Marguerite avait préparé la création d'un fonds de dotation. Dans ce fonds, Marguerite avait prévu de placer les titres de propriété de la grange de réception, l'exploitation d'agrotourisme, toutes les licences commerciales associées et une partie importante de nos économies liquides, environ 800 000 € accumulés au fil de décennies de vie modeste et d'épargne rigoureuse. Les terres agricoles elles-mêmes étaient à mon nom ou en jointure, mais le cœur financier de ce que nous avions bâti,
la partie qui faisait que le domaine Beaumont était plus qu'un simple terrain, se trouvait dans une structure dont Claire et Damien ne savaient rien. J'ai reparlé à Hélène la semaine dernière, m'a dit Marguerite. Elle est prête à agir si nous donnons le feu vert. Et à quoi cela ressemble-t-il? Concrètement, le fonds devient une fondation, la Fondation Marguerite. Richard Beaumont pour le patrimoine agricole. Son but officiel est de préserver les fermes familiales en activité dans la Nièvre par un soutien financier direct et des programmes éducatifs. Les actifs placés dans la fondation y sont dédiés de manière permanente. Ils ne peuvent être ni hérités, ni saisis, ni détournés par quiconque, y compris les membres de la famille, sans un vote unanime d'un conseil d'administration de cette personne que nous nommons maintenant. Avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive. J'ai regardé ma femme, 64 ans, avec son diagnostic d'Alzheimer, assise chez un notaire avec un plan qu'elle préparait en secret depuis 7 ans, aussi calme qu'une femme lisant une recette qu'elle aurait faite 100 fois. Tu avais prévu ça depuis le premier Noël de Damien. J'espérais surtout ne jamais en avoir besoin. C'est différent. Elle m'a regardé fixement. Est-ce que tu me fais confiance, Richard? Je te fais confiance chaque jour depuis que j'ai 26 ans. Alors signons ces papiers. Nous avons signé. L'audience de compétence a eu lieu et s'est avérée presque décevante par son manque de suspense. Le docteur Morel a témoigné clairement sur la capacité de décision conservée de Marguerite. Tané a présenté les documents. La juge, une femme d'une soixantaine d'années qui avait l'expression de quelqu'un ayant déjà vu ce genre de drame familial, a rejeté la demande de mise sous tutelle de Claire et a confirmé que le mandat de protection future restait pleinement valide. Claire était assise de l'autre côté de la salle, le visage impassible. Damien était à ses côtés, prenant des notes. Aucun des deux ne m'a regardé durant l'audience. Quand le jugement a été rendu, j'ai attendu Claire à la sortie du tribunal. Je voulais lui parler, je voulais croire qu'il restait quelque chose entre nous que la machine juridique n'avait pas détruit. Elle a franchi la porte avec Damien juste derrière elle. Quand elle m'a vu, elle s'est arrêtée. Claire, ai-je dit, quoi qu'il se soit passé entre nous, ta mère est malade et elle t'aime. La porte est toujours ouverte si tu veux la franchir. Claire m'a regardé longuement, puis elle a regardé Damien. Un regard est passé entre eux que j'ai immédiatement reconnu, le regard de gens qui ont décidé que les sentiments étaient un obstacle à un objectif. Papa, a-t-elle dit, nous allons faire appel. Ils sont passés devant moi et ont quitté le palais de justice sans se retourner. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine. Pendant que Marguerite dormait, et je me suis autorisé à ressentir tout le poids de ce qui venait de se passer. Ma propre fille faisait appel d'un jugement pour m'enlever le droit de m'occuper de ma propre femme. Elle avait engagé des avocats pour trouver des failles procédurales afin de m'évincer de la vie de Marguerite. Elle avait déposé des documents pour m'interdire une chambre d'hôpital alors que sa mère me réclamait. Je me suis versé 2 doigts de ce vieux cognac que je gardais pour les réflexions sérieuses, et j'ai appelé maître Hélène Park à Dijon. Hélène, c'est Richard Beaumont. Je pense qu'il est temps d'activer la fondation. Il y a eu une pause. Je m'attendais à cet appel. Richard. Marguerite m'avait prévenu qu'il risquait de venir. Êtes-vous certain? J'en suis certain. Une fois la fondation activée et le transfert d'actifs terminé, le processus est irréversible. Claire n'aura aucun droit légal sur ses actifs, quel que soit le résultat des procédures futures. Je comprends parfaitement. Je lance tout dès lundi matin. Je suis resté assis un long moment après cet appel, regardant par la fenêtre la ferme plongée dans l'obscurité, les granges, les champs et ce bâtiment où des centaines de personnes avaient dansé à leur mariage au fil des ans. Marguerite avait planté elle-même le jardin de fleurs près de l'entrée,
choisissant des variétés qui fleurissaient successivement de mai à octobre pour qu'il y ait toujours de la couleur sur les photos de mariage. J'ai pensé à ce que cela signifie de bâtir quelque chose avec quelqu'un pendant 41 ans. Pas seulement les choses matérielles, les hectares et les comptes en banque, mais la texture d'une vie partagée. La façon particulière dont Marguerite riait de mes pires blagues. La façon dont elle laissait encore une tasse de café sur ma table de nuit chaque matin, même après que le diagnostic ait rendu ses propres matins plus difficiles. La façon dont elle nous avait protégés discrètement pendant 7 ans. Alors que je refusais de voir la menace assez clairement pour agir. Claire a appelé 3 jours après l'activation de la fondation. Sa voix avait une nouvelle tonalité, une tension sous son calme professionnel. Le son de quelqu'un qui vient de découvrir que le terrain qu'il pensait solide s'est dérobé. Papa. Nos avocats nous disent que les actifs commerciaux de la ferme ont été transférés à une sorte de structure à but non lucratif. Ils disent qu'ils ne trouvent aucune trace du transfert avant qu'il ne soit finalisé. C'est exact. Un silence. Qu'est-ce que cela signifie, exactement? Cela signifie que l'activité d'agrotourisme, la grange de réception, les terrains associés et les liquidités que ta mère et moi avons accumulées pendant 40 ans sont désormais dédiés de façon permanente au soutien des fermes familiales de la Nièvre. Ils appartiennent à la fondation. Pas à moi, pas à toi, et certainement pas à Damien. Un autre silence, plus long. J'entendais la voix de Damien en arrière-plan, basse et urgente. Tu ne peux pas faire ça, a dit Claire, et pour la première fois, son calme s'est fissuré. C'est mon héritage. Claire, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ton héritage n'a jamais été un dû. C'était un privilège accordé par 2 personnes qui t'aimaient. Ce privilège a pris fin le matin où tu as déposé des papiers pour me faire expulser de la chambre d'hôpital de ta mère. J'ai marqué une pause pour laisser mes mots s'imprégner. Ta mère et moi avons bâti ce que nous avons bâti. Ensemble, avec nos mains et notre temps, bien avant que tu ne sois né. C'est à nous de décider de son sort. Nous avons toujours eu ce droit. C'est punitif. C'est mesquin et purement émotionnel. C'est ce que ta mère a prévu bien. Avant que tu ne le rendes nécessaire. La décision était la sienne autant que la mienne. Prise par une femme qui a vu clair dans ton jeu avant moi. Je t'encourage à y réfléchir sérieusement. Claire a raccroché. La procédure d'appel qu'ils avaient lancée a duré 4 mois et leur a coûté, selon mes estimations, une petite fortune en frais d'avocat avant d'être rejeté. L'état de Marguerite a progressé lentement et avec plus de grâce que nous ne le craignons, en partie parce qu'elle refusait de laisser la maladie lui prendre plus que le nécessaire. Elle a continué à organiser une réunion mensuelle des femmes d'agriculteurs du coin à la maison. Elle a continué ses lettres à sa sœur. Les bons jours, elle marchait dans les champs de fraises et parlait aux plantes comme elle l'avait toujours fait, comme si les choses qui poussent pouvaient entendre les encouragements. Elle était au courant pour la fondation. Bien sûr, puisque c'était son idée. Le jour où la première aide a été accordée. Un chèque de 50 000 € pour aider un jeune couple de la région à conserver leur exploitation après une panne de matériel dévastatrice, Marguerite s'est assise à la table de la cuisine et a lu la lettre de remerciement de cette famille 3 fois. C'est pour ça qu'on a fait tout ça, a-t-elle dit. Ce n'était jamais vraiment pour nous. Nous n'étions que les gardiens pendant un temps. J'y pense souvent aujourd'hui. Claire ne nous a pas contactés pendant 8 mois après ce coup de téléphone. La première fois qu'elle a rappelé, sa voix était différente. Damien n'était plus en arrière-plan. Elle a mentionné son nom brièvement pour expliquer qu'ils étaient séparés, qu'il était retourné vivre à Paris, et que la vie qu'elle avait bâtie avec lui n'avait pas survécu à la découverte que les fondations financières qu'elle pensait protéger n'avaient jamais été aussi solides qu'elle le croyait.
Elle n'a pas demandé pardon lors de ce premier appel, elle a demandé des nouvelles de sa mère. Je lui ai dit que Marguerite passait une semaine difficile, que l'automne était pesant. Et puis, parce que Marguerite me l'avait demandé au cas où ce jour arriverait, je lui ai dit qu'elle pouvait venir nous voir le samedi, si elle venait seule. Elle est venue seule. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine alors qu'elle traversait la cour vers l'endroit où Marguerite était assise, sous le soleil bas, près du jardin de fleurs. J'ai vu ma femme lever les yeux, voir sa fille arriver et ouvrir les bras sans aucune hésitation, de la même manière qu'elle le faisait quand Claire était petite et qu'elle s'était écorché le genou ou qu'elle avait fait un cauchemar. L'instinct inconditionnel d'une mère que nulle procédure juridique ou trahison stratégique ne pourrait éteindre. Je ne suis pas sorti. Tout de suite, je leur ai laissé ce moment. Marguerite est morte un mardi 2 février. Elle était à la maison, dans la chambre où elle avait dormi pendant 37 ans, avec la ferme visible par la fenêtre et l'odeur de la terre qu'elle aimait. Dans l'air froid du dehors. Je lui tenais la main. Claire était assise sur la chaise près du lit. Ces derniers mots, prononcés clairement et sans confusion, étaient pour nous deux. Elle a dit, prenez soin de cet endroit. Prenez soin l'un de l'autre. C'est tout ce que j'ai jamais demandé. Aujourd'hui, la Fondation Marguerite et Richard Beaumont a versé plus de 2 millions d'euros d'aide à 43 exploitations familiales à travers toute la Bourgogne. La grange accueille toujours des mariages chaque saison. Le champ de fraises affiche complet 2 mois à l'avance chaque printemps. Le jardin de Fleurat. L'entrée fleurit toujours par étapes de mai à octobre. Il y a une petite plaque de bronze à l'entrée de la grange que Claire a demandé la permission d'installer après la mort de Marguerite. On peut y lire, cette terre a été aimée ici. D'abord par Marguerite Beaumont, qui croyait que ce que nous bâtissons avec nos mains et nos cœurs appartient à tous ceux qui en ont besoin. Claire vient nous voir presque tous les dimanches maintenant, et parfois elle reste le week-end pour aider avec les réservations, comme sa mère le faisait autrefois. Nous ne parlons pas beaucoup des 2 années sombres au milieu de tout ça. Il reste trop de vie à vivre pour la passer à inventorier les dégâts. Mais parfois, quand le matin est beau et que la ferme s'éveille, je m'assois sur la terrasse avec 2 tasses de café, et j'en laisse une sur la table à côté de la chaise de Marguerite. Je comprends alors ce qu'elle avait compris bien avant moi, ce que nous protégeons, ce n'est jamais vraiment la terre, l'argent ou même les bâtiments. C'est l'amour que nous avons mis à les construire.